Bien, bonsoir à tous. Merci Gilles pour cette introduction. Donc je suis le dernier à parler. Finalement, on va boucler un petit peu la boucle puisqu'on avait commencé à parler un petit peu de chaînes alimentaires avec la présentation de Pauline. On va essayer de voir, de comprendre à quoi ça peut servir finalement de s'intéresser aux chaînes alimentaires. Alors, juste quelques description ou question simple, basique, à la limite, une chaîne alimentaire, finalement, c'est quoi? Ça peut être quelque chose de très très simple. Si les enfants qui étaient en train de dessiner tout à l'heure, ils savent ça, cette image-là, donc c'est assez typique, hein. Vous avez une chaîne alimentaire de l'herbe qui est mangée par le zèbre et le zèbre qui est mangé par un lion. Alors si on vient maintenant dans un milieu corallien, dans un milieu marin, pardon, on a finalement le même principe tel que ce que vous avez à l'écran, donc le requin blanc qui mange une otarie, qui mange ici enfin une variété de coquillages, qui lui-même broute des algues. Donc c'est exactement le même principe que tout à l'heure, si ce n'est qu'on a un niveau en plus, enfin un intervenant en plus, on en a 4, tout à l'heure on en avait 3. Donc ça, ce sont des choses assez classiques. Dans un récif corallien, quelle va être la différence? La différence ici, hormis les espèces elles-mêmes, bien entendu, c'est qu'on va avoir une diversité beaucoup plus importante en termes de consommés, de consommateurs ou de prédateurs, si vous préférez ce terme-là, et qui est liée à la diversité, la très forte diversité que l'on va trouver dans ce type d'écosystème. Donc jusque-là, il n'y a pas tellement de différence finalement avec ce qu'on avait vu avec les lions et les zèbres, si ce n'est qu'on n'est pas dans le même milieu, bien entendu. Alors là où évidemment ça va se compliquer, c'est justement à cause de cette très forte diversité que l'on va trouver dans les récifs coralliens, où on va passer d'un schéma avec nos 4 intervenants, encore une fois, que j'ai pris pour exemple, donc le requin, la saumonée, le poisson de demoiselle et une catégorie d'algues, pour aboutir à quelque chose d'extrêmement complexe qui est, encore une fois ici simplifié. On peut avoir évidemment beaucoup plus d'intervenants, chacune de ces flèches matérialisant une interaction possible de consommation ou de prédation entre les intervenants. Ça n'a pas de prétention à être exhaustif, bien entendu. Alors, en fait, lorsque l'on est dans des situations un peu complexes comme celle-ci, on parle plus tellement de chaînes alimentaires, mais de réseaux alimentaires ou de réseaux trophiques. C'est la terminologie qu'avait utilisée Pauline tout à l'heure en début de séance. Alors, ce qui va également, ce que l'on va trouver dans les récifs, comme dans tas d'autres écosystèmes, ça va être évidemment l'intervention de l'homme, qui va intervenir à différents niveaux. Donc ici, j'ai fait un petit choix, là aussi, qui est pas exhaustif, hein, sur les crabes, les picots, les loches, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc on est face finalement à quelque chose qui est très compliqué, une très grande complexité, une très grande diversité, et donc ça rend l'étude de ces réseaux trophiques, de ces réseaux alimentaires particulièrement complexe. Donc comment on peut faire face à cette complexité? On va, dans mon exemple, encore une fois simplement illustratif, rester centré sur un cas particulier, celui de la loche saumonée, qui est un poisson extrêmement important ici en Nouvelle-Calédonie, hein, vous le connaissez tous, il y a une pêcherie importante, à la fois professionnelle mais également d'amateurs, et on va essayer de regarder comment on peut résoudre sur ce simple exemple l'étude des réseaux trophiques, des réseaux alimentaires. Donc on va chercher à savoir, par exemple, quelle est la proie la plus importante pour cette fameuse saumonée. Alors pour ça, on va pouvoir utiliser un certain nombre de composés, ce qu'on appelle des biomarqueurs ou des traceurs biologiques, qui sont des molécules organiques, ça peut être des lipides, des acides gras, ça peut être des protéines, des acides aminés, ça peut être éventuellement des pigments, ou bien d'autres composés de différentes natures. Alors, on va partir de la base de notre réseau trophique, c'est-à-dire les échelons qui sont véritablement la base, avec, dans mon exemple, vous avez quatre espèces ou catégories d'espèces qui sont chacune caractérisées de façon très schématique, bien entendu, par un type de molécule. Il y en a qui vont avoir une molécule bleue, d'autres une molécule rouge, verte, etc. Et chacune de ces molécules va être un acide gras, un acide aminé ou éventuellement une combinaison des deux. Et on regarde qu'est-ce qu'il y a dans notre saumonée.
Donc si par exemple, en étudiant notre saumonée, on obtient ce résultat-là, c'est-à-dire un ensemble de molécules importantes grises et une molécule bleue, ça va nous dire, ou ça va nous suggérer plus exactement, qu'on va avoir une saumonée qui se nourrit beaucoup de crabes et un petit peu de gobies qui eux-mêmes auront consommé les vers qui sont caractérisés par les molécules bleues. Donc ces molécules sont intégrées dans le corps de la saumonée et on s'intéresse le plus souvent à la chair de la saumonée. On peut s'intéresser au foie si on a des problématiques particulières. Alors ça veut dire quoi? Dans mon exemple, encore une fois purement fictif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres traceurs, le vert et le rouge, ne sont pas détectés. Alors soit parce que les poissons demoiselles ou les poissons chirurgiens n'auront pas été consommés du tout, ou bien dans une quantité suffisamment faible pour qu'on n'arrive pas à les détecter. Alors, à quoi ça va servir de savoir ça? D'abord, c'est de la connaissance fondamentale, bien entendu, mais toute recherche ou toute connaissance fondamentale peut avoir un certain nombre d'applications. Alors, ça va suggérer, par exemple, que, encore une fois, c'est un simple exemple fictif, que notre saumonée ne serait, par hypothèse, que peu affectée par la raréfaction, je vais y arriver, des poissons demoiselles et des chirurgiens qui ne font pas partie finalement de son alimentation, ou du moins de façon très marginale. Alors ça peut paraître au premier abord assez banal, mais en fait ça peut être pour les gestionnaires des pêches une information tout à fait cruciale que de savoir que la saumonée se nourrit à 80% ou 60% de crabes et puis pour le reste de petits gobies qui eux-mêmes dépendent des vers. Mais de façon plus générale, on est face évidemment à une espèce d'intérêt commercial, mais on est face à une espèce phare d'un écosystème, cet écosystème corallien. Et donc, de manière générale, tout ce qui est la compréhension des mécanismes du fonctionnement alimentaire de notre écosystème va être d'importance pour tous les gestionnaires du milieu, qu'ils soient des provinces, qu'ils soient des services administratifs ou éventuellement d'autres structures. Alors ça peut également avoir une autre application potentielle, c'est d'essayer de comprendre comment la contamination éventuelle, elle n'est pas forcément présente dans tous les cas de figure, bien entendu, encore une fois, on est là sur un exemple fictif, comment cette contamination par des polluants peut se retrouver, ou au contraire ne pas se retrouver, dans la saumonée qui reste, dans mon exemple, le sujet d'étude. Alors on va pouvoir imaginer, encore une fois, c'est un exemple fictif, que on va s'intéresser à 3 contaminants, le nickel, le mercure et le glyphosate, que l'un soit présent essentiellement chez le chirurgien, l'autre chez le crabe et le dernier chez les vers. Donc encore une fois, on a toujours notre modèle de saumonée qui a mangé, qui a beaucoup de gris et un petit peu de bleu. Et dans cette hypothèse, en partant du principe que la pollution, les polluants en tout cas, suivent entre guillemets le réseau alimentaire, on peut s'attendre à ce que nos polluants, donc nickel, glyphosate et ou mercure, suivent finalement ce trajet alimentaire et se retrouvent dans notre saumonée. Alors, j'ai pas mis le nickel parce que on a vu que dans mon exemple, la saumonée ne mangeait pas les chirurgiens. Et dans la mesure où elle va manger beaucoup, c'est ce qu'on avait vu au travers de nos marqueurs gris et bleu, elle va manger beaucoup de crabes et un petit peu plus de bleu, on peut s'attendre, de vert, pardon, on peut s'attendre à ce que éventuellement on ait une concentration qui soit plus forte dans la saumonée que dans les organismes d'origine. Alors bien évidemment, ça va poser au-delà du cas de la saumonée un problème potentiel, puisqu'on est des consommateurs de saumonée, en termes d'exposition. Alors je ne parle pas ici de contamination ni même de conséquences médicales, mais tout simplement d'exposition pour le consommateur, les populations locales. Alors ces schémas, encore une fois, c'est une vision simplifiée, peut-être un peu simpliste, mais volontairement simpliste. Est-ce que évidemment c'est toujours aussi facile? Est-ce qu'on a bien notre gris qui va bien comme il faut, notre bleu qui va bien comme il faut, etc. Alors, si je pose la question, vous vous en doutez, la réponse est non. On peut avoir un certain nombre d'autres des variantes. Par exemple, au lieu d'avoir que du gris ou que du bleu qui soit bien différencié dans nos différentes espèces de base, on va avoir, par exemple, notre crabe qui va être composé de molécules grises, de molécules bleues, etc. Et notre molécule grise va se retrouver à peu près partout, aussi bien dans le crabe que dans le plancton que dans les algues.
Donc ça pose un problème, à savoir de savoir d'où vient finalement notre marqueur gris dans ce cas de figure. Est-ce qu'il vient des crabes, comme on l'avait évoqué précédemment? Est-ce qu'il vient éventuellement du plancton ou est-ce qu'il vient des algues, par l'intermédiaire soit des gobies, soit des poissons demoiselles, par exemple? Et dans ce cas-là, pourquoi on a aussi peu de marqueurs bleus si la saumonée mange autant de crabes, comme on l'avait vu dans mon exemple précédent? Alors un autre problème que l'on peut avoir, c'est on reste cette fois-ci sur le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc chaque espèce a sa molécule caractéristique, et puis on peut avoir notre saumonée qui finalement va avoir à peu près toutes les couleurs. Donc là, on est dans ou toutes les couleurs, tous les différents types de marqueurs. On est dans une situation où on s'interroge sur la provenance des différents marqueurs, par exemple du marqueur rouge. Est-ce que ce marqueur rouge, il va être issu du plancton? Il est issu du plancton, mais est-ce qu'il aura été consommé par les gobies ou bien par les poissons demoiselles? Donc là aussi, on a encore des implications en termes de fonctionnement de notre écosystème, éventuellement pour les pêcheries. Et est-ce que le verre qui vient donc de nos algues, il a été consommé, ou est-ce qu'il a transité, si je puis dire, par l'intermédiaire des poissons demoiselles ou des chirurgiens? Là encore, c'est pas une information qui est neutre d'un point de vue de la gestion de l'écosystème, éventuellement la gestion de la pêcherie, de la saumonée. Et on peut avoir également d'autres variantes, si vous voulez. Cette fois-ci, je reviens sur les contaminants, les trois exemples que j'avais mentionnés tout à l'heure, glyphosate, mercure et nickel. On peut avoir une situation qui va donner, alors je reviens toujours avec mes 4 molécules grises et ma molécule bleue pour la saumonée, et on peut avoir quelque chose qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire complètement différent du schéma que je vous avais présenté tout à l'heure. Et dans ce cas-là, la question qui va se poser, ou les questions qui vont se poser, c'est d'où est-ce que vient le nickel? Pourquoi on a si peu entre guillemets, on va jamais se plaindre qu'il y en ait pas assez, bien entendu, mais pourquoi si peu de glyphosate alors qu'on a vu que notre saumonée mangeait beaucoup de crabes? Et de la même façon, pourquoi on a autant de mercure si la saumonée mange peu de verre, peu de gobies qui eux-mêmes sont des consommateurs de verre? Donc on est face à un ensemble de questions pour lesquelles on n'a pas toujours de réponse facile et schématique telle que celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Et donc on doit se poser d'autres questions pour savoir comment on peut finalement s'en sortir de cet imbroglio de signaux un petit peu différents et contradictoires parfois. Alors on peut coupler l'étude de ces traceurs, de ces biotraceurs, avec des études alimentaires qui sont un peu plus classiques. Lorsqu'on pêche le poisson, tout simplement on regarde ce qu'il a dans le ventre par exemple, dans l'estomac. Et ça nous donne une information qui va toujours être utile, mais qui va être ponctuelle, c'est-à-dire on aura l'alimentation de notre animal 1 heure ou 2 heures avant que le poisson a été pêché. Après, on peut aller un petit peu dans la sophistication des méthodes sur ces fameux biomarqueurs pour essayer d'affiner les mesures, de mieux les quantifier, de comment ils cheminent au travers de notre réseau alimentaire pour arriver jusqu'à notre saumonée ou bien une autre espèce si on s'intéresse à d'autres espèces. On peut également, avec les mathématiciens, on a eu quelques exemples assez différents tout à l'heure, mais travailler sur ce qu'on appelle de la modélisation, c'est-à-dire au travers de formules très complexes, ou parfois pas trop complexes, mais j'ai pas de formule à vous présenter, essayer de modéliser l'intégration de ces polluants, de ces traceurs, et le devenir de ces traceurs au sein de la chaîne alimentaire. Et puis également, il nous faut essayer de comprendre, et là c'est le domaine plus, non pas de l'écologie au sens classique, mais davantage de la physiologie. Les physiologistes nous aident à comprendre pourquoi certaines espèces accumulent des polluants, certaines espèces de poissons ou d'invertébrés, et inversement, comment d'autres arrivent à s'en débarrasser, et comment ça peut varier en fonction d'un polluant ou d'un autre. C'est-à-dire que la même espèce pourra, par exemple, accumuler du nickel et inversement se débarrasser du mercure, ou le contraire. Mais au final, donc tout ça, ça nous aide évidemment à y voir un peu plus clair, mais on arrive véritablement qu'à approximer, on ne connaît pas, et probablement qu'on ne connaîtra jamais à 100% la complexité de ces relations alimentaires, surtout dans un écosystème qui est aussi diversifié que les récifs coralliens, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou dans d'autres secteurs de la zone intertropicale.
Donc il me reste à conclure, avant que Gilles ne m'agite ces petits panneaux, sur un élément essentiel, le fait de manger ou de se faire manger, c'est évidemment un élément fondamental de la vie sur Terre. Et il me reste à conclure en vous remerciant de votre attention et évidemment à vous souhaiter un excellent appétit.